Il va être question de prédisposition génétique. Alors, qu'est-ce que j'appelle prédisposition génétique? C'est déjà la première notion de base, ce sont les polymorphismes locaux à l'échelle d'un seul nucléotide, donc ce qu'on appelle SNP en anglais, Single Nucleotide Polymorphism. Il s'agit de variations ponctuelles d'une seule paire de bases entre individus, comme représenté sur le petit schéma en haut à droite, donc des endroits du génome où une paire de bases est différente d'une population à l'autre, d'un individu à l'autre. Et il y a eu, depuis une 15-20 ans, un très grand nombre de grosses études sur des cohortes de patients et de contrôles. Donc, au début, des milliers, maintenant, on est plus aux alentours de 10 000 patients au contrôle, qui ont montré une corrélation statistique, donc une association statistique entre la présence d'un allèle en ces points et la présence d'une maladie. Et cette corrélation entre un variant, une forme variante et la maladie est interprétée comme la prédisposition génétique de cet individu, qu'on peut mesurer dès la naissance, de développer une maladie. Alors, toutes ces données sont maintenant disponibles dans des bases de données publiques. Là, j'ai cité les trois principales. Nous avons utilisé le catalogue GWAS. Alors, dès à présent, une précaution de langage. Il est ici question de prédisposition génétique, donc a priori de savoir quel est le risque de développer la maladie avant qu'elle se développe, et il s'agit de variations génétiques présentes dès la naissance dans toutes les cellules. Donc il n'est pas du tout question des mutations somatiques qui peuvent apparaître, par exemple, dans une cellule cancéreuse au cours du développement de la maladie. Donc, l'idée de notre façon d'interpréter ces variants à risque, c'est en quelque sorte la présence de ces variants correspond à anticiper les premières étapes de la maladie, en tout cas dans un travail qu'on avait fait avec Jean-Marc il y a quelques années sur la maladie de Crohn. C'est comme ça qu'on avait intégré ces variants dans notre analyse de la maladie de Crohn, donc les questions de prédisposition. Donc voilà pour la définition statistique. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette association statistique entre un SNP et une maladie. Est-ce qu'on peut comprendre les mécanismes qu'il y a derrière cette association et qu'est-ce que révèle sur le fonctionnement biologique aux alentours de ce locus du SNP. Alors la première interprétation de ces SNP à risque, c'est qu'ils étaient simplement des marqueurs d'une variation dans le gène le plus proche, avec un argument de déséquilibre de liaison. Le déséquilibre de liaison, c'est dû au nombre fini de recombinaisons. Des portions de génome sont totalement corrélées et varient conjointement. Donc, une variation dans le SNP implique une variation dans le gène à côté. Depuis quelques années, une autre façon de comprendre cette association est d'attribuer un rôle fonctionnel direct à ces variations génétiques. Alors, il y a bien sûr le cas d'un SNP dans un exone, donc évidemment la forme variante correspond en général à une variation de la séquence protéique, donc une variation de la structure de la protéine. Mais ce cas est très rare, c'est beaucoup moins que 10% des SNP à risque. La plupart sont non codants, donc soit dans des introns, soit intergéniques, plus de 90%. Et ils vont donc, s'ils ont un rôle fonctionnel, affecter les niveaux avec lesquels les protéines environnantes sont présentes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on sait de plus? Qu'est-ce qui a été observé à propos de ces SNP à risque non codants?
Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont déjà été faits pour le cas où les SNP à risque tombent dans des sites de liaison, par exemple, de facteurs de transcription ou dans des enhancers. Dans ce cas-là, la séquence régulatrice est modifiée. J'ai mis à droite quelques références typiques. La séquence régulatrice est modifiée et, bien entendu, il y a un effet direct sur son action régulatrice. L'hypothèse de travail que nous avons, c'est que parmi ces SNP non codants, il peut y en avoir qui auraient un effet sur la conformation locale de la chromatine, ce que j'ai appelé effet architectural, et que dans la forme variante, l'architecture du génome est un peu différente, et c'est cette variation dans l'architecture génomique qui aurait un effet sur la régulation génétique. Donc un effet fonctionnel des SNP et de la variation dans la séquence, dans la région avoisinante, qui aurait comme médiateur l'architecture génomique. Donc c'est cette hypothèse de travail que nous explorons depuis plusieurs années. Et nous avons commencé par regarder de plus près ce qui se passe au niveau des TAD. On a longuement déjà entendu parler de TAD hier et je ne vais pas répéter. Ce que je vais garder comme caractéristique des TAD, c'est qu'il y a peu de contacts entre deux TAD, comme représenté dans le petit schéma en bas à droite, et que une variation au niveau de la séparation entre deux TAD, de la démarcation entre deux TAD, peut peut permettre des interactions qui sinon sont absentes, et ces interactions inhabituelles, par exemple une interaction inhabituelle entre un enhancer dans le TAD 1 et un promoteur dans le TAD 2, pourrait activer ou modifier l'expression de certains gènes et ainsi préparer le terrain pour le développement de la maladie. Oui, voilà. Donc, nous avons regardé la localisation des SNP dans les bordures de TAD. Alors, les bordures de TAD, je les ai représentées sur la figure présente, c'est des vraies données de Rao 2014, par des petits triangles bleus aux extrémités de chaque TAD. Donc, on les a définis comme des régions à l'intérieur des TAD, en partant de la coordonnée de début et de fin, de taille 20 kb. On a fait plusieurs choix. 20 kb est le plus intéressant. On pourra discuter ce point. Et j'attire votre attention sur le fait que ces bordures, ce que nous on appelle bordures de TAD, font partie des TAD. Elles sont toujours définies. On peut toujours définir pour chaque TAD 2 bordures de TAD. Et elles diffèrent de ce qui a été appelé dans la littérature TAD boundary, au moins à l'origine, dans le papier de Dixon 2012, où la boundary, la frontière, correspond à la région entre deux TAD, qui n'appartient donc à aucun TAD, une sorte de région de liaison entre deux TAD, avec plusieurs propriétés qui ont été mises en évidence pour ces régions TAD boundary. Mais ces régions n'existent pas toujours, il faut qu'il y ait un gap entre deux TAD, donc nous avons préféré regarder les bordures de TAD, quelque chose de toujours défini dès qu'on a un TAD. Alors l'importance d'une délimitation appropriée, robuste des TAD dans la régulation génétique est déjà abondamment a déjà été mise en évidence. Donc, il est depuis longtemps dans le locus du gène OX, dans le cancer. Donc là, on n'est plus dans la prédisposition, on est dans la progression cancéreuse, mais il a été montré dans plusieurs contextes. Là, ce que je cite, c'est une revue qu'un problème au niveau de la démarcation des TAD est propice au cancer ou fait partie de la progression cancéreuse. Et plus récemment, avec Julia Mosiconacci, on a proposé que le contrôle de la délimitation des TAD, le contrôle de la position de la bordure des TAD et de
la force de l'isolation, du caractère isolant de cette bordure, participait à la régulation des gènes développementaux. Donc, c'était publié dans Jumolbiol et Julien va présenter ça la semaine prochaine, jeudi prochain, dans la conférence 3D Genomics, pour ceux que ça intéresse. Donc jusque-là, tout va bien. On avait commencé avec les coordonnées de TAD fournies dans Dixon, par exemple, et puis après, on s'est dit qu'on allait déterminer nous-mêmes les TAD dans différents jeux de données, et on a choisi TopDOM. Alors, TopDOM, je vais représenter brièvement comment ça marche. On a une fenêtre glissante, là, le losange vert de taille 2K, donc un paramètre ajustable, et on promène cette fenêtre glissante le long, le long des TAD, le long de la diagonale de la carte ici, et on compte combien on a de contacts. Et quand on trouve un minimum, cela correspond à la fin d'un TAD, à une bordure de TAD. Ce qu'il apparaît, c'est que quand on fait varier la taille de ce paramètre, même d'une très faible valeur, on passe d'une valeur à une autre, là, de 10 à 11, eh bien, on observe une très grande variabilité des tas dans certains endroits. Donc là, par exemple, vous avez une bordure qui est très, très robuste et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. En fait, si on pousse un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a autant de notions de TAD que d'algorithmes pour les déterminer, presque autant de TAD que de paramètres, que de choix de paramètres dans chacun des algorithmes pour les déterminer. Donc en fait, quand on parle des TAD, c'est pas si simple que ça, c'est pas du tout quelque chose de bien déterminé. En fait, les gens pensent parler des mêmes objets, mais fort probablement, ce n'est pas toujours les mêmes objets qui sont considérés quand on parle de TAD. Par exemple, on peut ou non inclure les petites boucles, on peut ou non inclure les sous-domaines. Et donc, vous avez ici illustré sur juste un exemple, un locus du chromosome 11 humain, à quel point cela peut varier. Donc, on a choisi TopDOM parce qu'il met l'accent sur le caractère isolé, sur l'isolation entre deux TAD, le fait qu'il y a peu de contacts entre deux TAD adjacents, qui est la notion qui nous intéresse dans l'étude. Et pour arriver à des résultats robustes malgré la variabilité ici par rapport aux paramètres ajustables de l'algorithme, on a ou bien fait une agrégation sur les différentes valeurs de cas dans les études exploratoires qui donnaient une idée des SNP concernés, des maladies concernées, et ensuite un critère plus strict où on a pris une règle de la majorité sur une dizaine de valeurs de ce paramètre. Le résultat qu'on a trouvé dans cette étude, c'est, alors vous voyez ici, les figures représentent des histogrammes. On a considéré deux groupes, on a considéré les cancers et les autres maladies séparément, comme deux groupes de maladies. Les cancers sont représentés en orange et les autres maladies en bleu. Pourquoi? Parce que les cancers sont une très faible fraction des autres maladies, et si on voulait éviter que ce qu'on observe pour le cancer soit complètement noyé dans la masse des autres maladies, il fallait les considérer séparément. Et ce qu'on représente ici, c'est la p-value, donc la valeur p, la significativité statistique de l'enrichissement des bordures de TAD en SNP, SNP associé à la maladie, pour chaque maladie. Et une maladie va présenter un enrichissement significatif si elle se situe à droite de la barre rouge. Je vais représenter moins log P, donc les très faibles p-values sont à droite, et la barre rouge correspond à la significativité. Donc tous les cancers et maladies présents ici présentent un enrichissement significatif des bordures de TAD en SNP associé. On a pris deux modèles nuls, soit tout le génome, donc toutes les paires de bases du génome et les paires de bases situées dans les bordures, ou bien tous les SNP présents listés dans le catalogue GWAS. Donc les deux
donne des résultats à peu près similaires et on a bien sûr fait une correction de tests multiples par la méthode de Benjamini-Hochberg. Donc le point intéressant, c'est qu'il y a seulement quelques maladies et quelques cancers qui présentent cet enrichissement. Ce n'est pas toutes les maladies ni tous les cancers. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un résultat trivial venant d'une autre propriété des bordures, par exemple. Cet enrichissement n'est pas dû à l'enrichissement des bordures en exon ou en début de gène, puisqu'on observe les mêmes propriétés quand on ne considère que les SNP intergéniques, ça c'est la figure de droite. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cet enrichissement est relativement plus fort pour les cancers que pour les autres maladies. Alors, on a regardé d'un peu plus près cette propriété en traçant ici la fraction de cancers, donc les barres oranges, et la fraction d'autres maladies présentant cet enrichissement des bordures de TAD en SNP associés. Et ce qu'on voit, c'est que les cancers sont relativement plus nombreux. Donc, c'est relatif, hein, toujours pour la raison que je vous ai donnée. Globalement, il y a moins de cancers que d'autres maladies. Et ce qu'on observe, c'est que quand on ne considère que les SNP intergéniques, cette dominance des cancers est accentuée. Alors, notre interprétation, c'est que le développement du cancer, donc ce qui va aussi bien favoriser qu'ensuite provoquer le cancer, c'est une dérégulation assez massive de plusieurs gènes conjointement, et une telle dérégulation des gènes peut être facilement obtenue par une rupture ou en tout cas un dommage, une modification d'une bordure de TAD qui va déréguler d'emblée tous les gènes situés dans le TAD. Donc ça correspond bien à ce que on comprend très, très naïvement et très généralement des cancers. Alors pour aller un petit peu plus loin que cette, donc là je suis très près de la fin, donc je vais vous donner juste Annick, les reste idées. 3 minutes. Voilà, donc je vais vous donner juste les idées du travail expérimental qui est encore en cours, donc je vais juste donner le principe. Donc, pour aller plus loin que des preuves statistiques, il faut bien sûr passer à des expériences. Et là, on arrive sur ce dilemme entre une vision générale, théorique, qui est souvent ce que les physiciens aiment bien, à une approche beaucoup plus locale, beaucoup plus spécifique, qui permet une approche expérimentale. Alors bien sûr, pour passer de tout le génome à quelque chose de local, une maladie, une bordure, quelques SNP, il fallait quelques critères. On s'est bien sûr appuyé sur l'étude computationnelle et on a choisi le cancer du poumon, 2 SNP particuliers parce qu'ils rassemblaient tout un tas de critères intéressants, intergéniques, faible risque, faible fraction de risque, et un locus sur le chromosome 6, que voilà, qui avait entre autres comme intérêt de contenir des gènes associés au cancer du poumon. Et vous voyez ici le schéma, on a les deux SNP qui tombent dans les bordures, et dans le type cellulaire considéré, les 2 SNP sont dans leur forme majoritaire non à risque. Alors, comme expérience, on a fait 2 types d'expériences. Une expérience de précipitation à Auxelles qui a permis, alors là je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, qui a permis de montrer, je vais rester sur cette figure pour vous expliquer, qui a permis de montrer que ces 2 bordures, la bordure 3 là où se situe ce SNP d'intérêt et la bordure 4 où se situe cet autre SNP d'intérêt, sont associés à des gros complexes ribonucléoprotéiques, donc ceux qui se forment apparemment par séparation de phase. Donc, on a mis en évidence le fait que ces bordures pourraient être causées, ou en tout cas que leur formation, que leur nature implique des gros complexes se formant spontanément. Et on est aussi en train de faire des manips de 3C pour regarder localement l'architecture de ces bordures. L'idée à terme, c'est de faire des mutations ciblées à cet endroit-là, reproduisant, et là je lance un appel à
tous ceux qui auraient pu faire ça. Comment est-ce qu'on traite le déséquilibre de liaison dans ces cas-là? Parce que si on mute un seul SNP, ça ne correspond pas à la variation qui est observée dans les individus. Donc là, on est en train de réfléchir à comment, avec la technique CRISPR, on prend en compte le déséquilibre de liaison, et je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce sujet dans la littérature. Donc si quelqu'un a des idées, je serais très, très heureuse de les entendre. Faut conclure. Je vais en arriver à la conclusion pour remercier tous les gens qui ont participé à ce travail. Donc Julien Mosiconacci, son ancien étudiant Léopold Caron pour la bioinformatique, Marc Thorsten Huth à l'université de Brême, Jacobs Université de Brême, son étudiant qui est maintenant à Zurich, et toute l'équipe de Thierry Fornet à Montpellier pour la partie expérimentale. Merci beaucoup. Merci Yannick. Alors on va passer aux questions. Donc je ne vois pas de questions pour l'instant. Je ne vois pas de main levée. Vous avez des questions? Si, Daniel? Oui. Bonjour Annick. Bonjour, vous avez une question vis-à-vis de l'analyse statistique que vous faites au début. Oui. Donc, vous utilisez uniquement les données de Rao, qui sont des données sur un type cellulaire. Non, du tout. Là, j'ai juste pris Rao, et puis parce que la variabilité des TAD ne permet pas de comparer de façon vraiment flagrante les types cellulaires ou les données. On est plutôt à essayer d'obtenir des caractéristiques robustes à travers les différentes sources de données et les différentes types cellulaires. Donc, on a pris toutes les données qui sont dans la base de données couleurs, donc qui inclut en particulier Rao. Mais cette caractéristique, cet enrichissement est observé dans toutes les bases de données, dans toutes les sources, et dans la majorité des types cellulaires. D'accord. En fait, ma question, c'était… On a exclu les types cellulaires cancéreux ou des choses comme ça. Est-ce qu'en fait, dans votre base de données, vous arrivez à associer, parce que chaque maladie est associée souvent à un type cellulaire, par exemple, est-ce que vous avez accès en fait au high-seed du type cellulaire correspondant, et est-ce qu'en fait vous faites le lien? On a cette étude. Bon, alors déjà, les bordures peuvent changer, quoi, en fait. Alors, tout à fait. Cette étude a été faite en partie dans le gros papier de Nature, la 111 épigénome, qui montre, donc le travail est déjà en partie fait, donc on ne s'est pas du tout lancé dans cette direction. Au début, on regardait vraiment les TAD, donc à grande échelle, pas les boucles, mais vraiment les TAD de ceux qui ont une taille médiane de 800 kb, donc qui sont encore présumés ne pas trop changer avec le type cellulaire. Donc, on est plutôt en train d'essayer de voir là ce qui nous a vraiment, au vu de la variabilité qu'on a d'après les données, de la sensibilité à la résolution, du fait que c'est un peu des boîtes noires, qu'on ne sait pas très bien comment, par exemple, dans cette base de données couleurs, ils peuvent arriver à une résolution de 10 kb pour des manips qui ont été faites avec des fragments de 40 kb. Bon, vu tout le flou qu'on a, et qu'évidemment, à chaque niveau, on rajoute une couche de flou et une couche de probabilité, donc si on en met trop, à la fin, on peut raconter n'importe quelle histoire, mais on pourrait raconter aussi bien n'importe quelle autre en choisissant d'autres résultats. On s'est orienté vers une caractéristique qui est, elle, robuste, c'est le fait que la fraction relative de cancer est plus grande, pas que la fraction de cancer est plus grande que la fraction d'autres maladies. Donc, il y a là clairement une différence de comportement entre les cancers et les autres maladies. Donc, c'est ce point-là qui, lui, est très robuste, sur lequel on se concentre, parce que toutes les autres questions qu'on peut poser, les données ne permettent pas en tout cas, ce qu'on a actuellement, il faudrait tout refaire, quoi. Il faudrait tout réanalyser pour avoir vraiment des choses permettant où la variabilité entre les groupes est plus forte que la variabilité à l'intérieur des groupes, et pour le moment, c'est plutôt l'inverse. Ok, merci. Ok, merci Daniel. Donc, on a encore deux questions. Geneviève et puis après Marcel Michel. Geneviève?
Geneviève. Bon, ben, Marcel. Allô, allô. Ah bon, Je me suis activée entre-temps, excusez-moi, je me réveille. C'était une question sur la région que vous avez choisie finalement pour valider l'idée. J'ai bien compris que ce que vous voulez faire, c'était évaluer dans quelle mesure un format SNP ou un autre va impacter la structure. Mais dans l'idée, si j'ai bien compris aussi, vous voulez relier ça à l'expression des gènes. Donc, est-ce que les SNP que vous avez choisis, certaines formes correspondent, vous avez identifié des gènes qui seraient plus ou moins cibles? Alors, les gènes plus ou moins cibles, c'est ceux-là sur la figure au milieu, c'est les gènes qui sont reliés, qui sont connus pour être impliqués dans le cancer du poumon. On n'est pas encore au stade de corréler l'architecture à l'expression des gènes. C'est faisable, hein, puisqu'il y a on a le RNA-seq. Là, ce qu'on espère voir, c'est quelque chose au niveau de la bordure. Donc déjà, le fait que ces bordures soient associées à des gros complexes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qu'on trouve très intéressant. Donc, on va fouiller plus loin dans cette direction. On a Mais ma question, je m'excuse. Ma Oui. question à la base, enfin, j'ai bien compris que vous, ce qui vous intéresse, c'est de regarder l'architecture, mais c'est peut-être presque un contrôle. Du coup, vous avez des gènes potentiellement candidats dans le cancer dans cette région-là. Est-ce que vous savez effectivement que l'expression de ces gènes va être différente suivant la forme de ces deux SNP? Non, on ne sait pas. Ah non, d'accord. D'accord, ok. C'était pour savoir si vous aviez cette donnée-là ou pas. Non, Et si vous avez essayé de savoir. D'accord, ok. Je ne pense pas. Là aussi, la question, on revient à la question de Daniel. Ça dépend du type cellulaire, ça dépend de la forme du SNP et de la variation de l'ensemble de la région qui dépend énormément. Là, c'est pas moi qui vais vous apprendre. Moi, je suis physicienne, mais en tout cas, ce que j'ai compris du déséquilibre de liaison, c'est qu'il est extrêmement variable suivant les populations. Donc, il y a toutes ces questions qui compliquent beaucoup une analyse complète de tous les déterminants. Donc, c'est pour ça que là, on est plutôt en train d'essayer de cibler des questions précises à laquelle les données disponibles et la compréhension disponible de ces SNP et de leur association permet de répondre. Très bien, merci. Ok, merci. Marcel? Non. Donc, il y avait une question de Marcel sur les Méchalis, sur les TAD. Il parle, mais il n'a pas son micro. Ah, il faut que tu mettes ton micro. Je ne vois pas. Activé, pardon. Voilà. Très bien. Oui, j'étais très intéressé par cette association que vous trouvez sur des SNP sur les bordures des TAD. Enfin, donc ça me rappelle forcément, puisqu'on travaille dessus. On a un papier récent qui est sorti il y a 2 mois sur la classification de toutes les origines du répertoire des origines de réplication humaine, sur à peu près 19 lignées différentes, y compris des lignées immortalisées, ou bien des ES, ou bien des ES en différenciation, enfin bon, pas mal de lignées. Et en fait, on a trouvé une densité d'origine de réplication qui est très forte sur les bordures des TAD. Et non seulement elle est très forte aux bordures des TAD, mais ce qu'on voit aussi, c'est que donc on a une densité forte aux bordures des TAD, et ensuite on voit que cette densité diminue très progressivement jusqu'au milieu des TAD, et ça forme une espèce de smiley qui est très très joli, qui est très net, un très beau sourire, donc avec une densité très forte d'origine sur les bordures, et une densité qui diminue vers le milieu des TAD. Ça, c'est une cellule de sein normale. Lorsque cette cellule de sein normale est immortalisée, et ça c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Charles Théier, lorsque cette cellule de sein normale est immortalisée par différents oncogènes, ce qu'on voit, c'est une désorganisation complète de ses origines. Et même, on n'a pratiquement plus un smiley, mais plutôt quelqu'un qui n'est pas content. On voit pratiquement dans certains cas des courbures inverses qui se passent dans certains domaines. Et donc, voilà, nous on a observé ça en cherchant à quoi ça pouvait être corrélé. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'indication claire de compréhension, j'allais dire. Hein, parce que ces TADS, on ne les voit pas seulement, cette organisation en sourire, on ne la voit pas seulement dans le domaine génique. Hein. On la voit genome-wide
et comme 90% du génome au moins ne code pas, donc on la voit très bien. Alors, effectivement, on se dit que, bon, voilà, est-ce que la désorganisation des origines, avec en particulier aux bordures des TAD, a pas, si je suis ce que vous avez, on aurait peut-être un indice de corrélation avec quelque chose d'important sur le plan des cancers. Ouais. Donc, voilà, connaissant ça, maintenant, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Alors, j'ai pas du Annick, tout… très bref, Oui. s'il te plaît. On n'a pas du tout regardé les origines de réplication. Là, on est plus effectivement. Le seul point que je vois, c'est que s'il y avait quelque chose de l'ordre des origines de réplication, on verrait un enrichissement pour toutes les maladies. Ça affecterait au moins tous les cancers. Et ce n'est pas du tout le cas. Là, ce qu'on observe, c'est seulement certaines maladies dont l'étiologie semble faire intervenir les bordures. Ce n'est pas du tout une généralité pour tous les cancers. Qu'est-ce que vous voulez dire par certaines maladies? C'est lesquelles? Vous les classez? Alors là, je pourrais vous donner la liste, mais là, elle n'est pas… C'est qu'il y a seulement une petite fraction de cancers dont l'étiologie, dont la prédisposition implique un enrichissement des bordures, implique les bordures de TAD. Donc, c'est pour ça que quelque chose qui serait systématique, lié aux origines de réplication dans les bordures de TAD ou lié à la plus forte présence des buts de gènes ou de choses comme ça, ne correspond pas à l'observation statistique que l'on a. D'accord. Il faut vraiment… Merci. Merci beaucoup. Désolé, Annick. Merci pour tout. On va passer donc au talk suivant. Justement, quelque chose qui va résoudre le problème qu'on a eu sur… Le talk suivant, voilà, de Lise sur le nanocell.